Bonjour, bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 8 septembre. Aujourd'hui, du côté de l'actualité, retour sur le premier conseil communal de Rolle et sur l'affaire de la cyberattaque subie par la ville. Sur notre plateau, une Rolloise aussi, notre athlète invitée d'honneur, Sophia Yokoyama. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grimpeuse, vous venez de Rolle, il y a quelques jours des mondiaux de Moscou. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez ? Alors là, pour le moment, un peu excitée. J'ai hâte de pouvoir regrimper dans une compétition internationale, mais aussi un peu stressée. Mais voilà. On parlera de tout ça, donc les mondiaux de Moscou qui auront lieu du 16 au 21 septembre. Alexandre, lui, toujours à la conquête du district, téléphone à la main. Et aujourd'hui, Alexandre, tu es du côté de Prangin, notre artiste en herbe. Salut Andrea, oui je suis devant le centre des Morettes et puis on va parler musique classique mais plutôt musique baroque puisqu'il y a le Prangin baroque toute la semaine qui a lieu et puis en ce moment à la salle des Morettes, eh bien je rentre, voilà, je vais essayer de pas faire trop de bruit, il y a des répétitions et surtout des ateliers créatifs avec des musiciens, regarde je te montre, je te fais entendre juste un tout petit son de violon. Et puis on apprendra ce que c'est le baroque, ce que c'est le chant baroque, la musique baroque et puis la danse baroque apparemment. Affaire à suivre. Oui, je me réjouis de te voir à l'œuvre surtout et de t'entendre peut-être chanter ou d'entendre le petit bruit de tes pas qui claquent sur le sol, Alexandre. À tout à l'heure. Sophia Yokoyama, petit retour en arrière. Donc voilà, les mondiaux de Moscou qui approchent. Ça, c'est pour le futur. Si on reprend en arrière, les qualifications ont été un petit peu compliquées. Ce n'était pas chose facile pour vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui, alors, début de saison, ça ne s'est pas trop bien passé. Il y avait la première compétition internationale qui s'est passée en Suisse. Et malheureusement, je ne sais même pas trop ce qui s'est passé, mais ce n'était pas du tout le résultat attendu. Je pense qu'il faudrait que je prenne quand même un peu en compte l'année Covid et puis le fait que j'avais eu mal au doigt et que c'était un peu compliqué niveau entraînement. Mais après, il y a eu la deuxième compétition internationale de bloc que j'ai pu faire à Innsbruck en juin, qui s'est beaucoup mieux passée et puis ça m'a permis de me qualifier pour les championnats du monde qui ont lieu la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs temps. L'année 2020 qui a été assez compliquée avec cette blessure au doigt, le Covid, des compétitions un peu en demi-teinte. Mais par rapport maintenant au gros du challenge et de l'objectif, il y a 4 semaines, vous faites votre annonce officielle sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est parti, la machine est en route. Oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre tête ? Alors, après Innsbruck, au vu du résultat que j'ai eu, j'ai quand même dit aux entraîneurs, regardez, je sais que c'est pas le résultat qui était nécessaire pour me faire qualifier, mais c'était très très proche. Mais je suis vraiment motivée, j'ai vraiment envie de faire cette compète. Cet été, je pourrais me donner à fond, j'ai fini mes examens, il n'y a pas de souci, je peux me concentrer à 100% dans la grimpe. Et c'était à eux de me dire, du coup je pense déjà après Innsbruck, j'ai eu ce déclic où j'étais motivée à fond, j'avais envie de le faire. Et du coup cette motivation elle est toujours là et puis l'entraînement était à fond ces derniers mois et puis on verra comment je me sens vendredi prochain. Ouais, envie, pourquoi ? Parce que est-ce qu'il y a aussi une forme de revanche aujourd'hui à prouver et à prendre ? Ouais, je me dis que, après chaque compète, je sais que je peux toujours faire mieux. Il y a toujours l'analyse où c'est genre, je peux faire mieux. Si j'avais fait ça différent. Du coup, il y a toujours cette envie de vouloir faire mieux à la prochaine compète. Mais là, c'était juste aussi, la saison était très courte cette année en général. Normalement, il y a 3-4 compètes de bloc que je peux faire. Mais cette année, il n'y en avait que 2. Du coup, si je ne faisais pas les championnats du monde, et c'est pour ça qu'aussi je me suis dit, j'aimerais quand même en faire plus que 2. Sinon, ma saison a été très courte et puis ça aurait été cool, mais mes compétences, c'est ça. Faire mieux et différent, qu'est-ce que ça veut dire, Sophia Yokoyama ? C'est vrai qu'on vous a déjà eu plusieurs fois sur ce plateau. Vous disiez qu'il fallait travailler non seulement le mental et le physique. Vous avez aussi confié que plusieurs fois vous vous énerviez quand vous n'arrivez pas à avoir le résultat escompté. Est-ce que c'est ça sur quoi vous avez travaillé ? Oui, alors dernièrement, avant Innsbruck, j'ai quand même pas mal travaillé avec une psychologue de sport par rapport à un peu comprendre qu'est-ce qui se passe en compète. Et puis du coup, pour moi, je trouve qu'il y a quand même énormément qui est mental. Si ça se passe pas bien dès le début, je passe souvent négative pour la suite, alors que, comme on dit, c'est jamais fini avant la fin. Il y a tout qui peut changer au dernier moment, et du coup, c'était surtout ça sur lequel j'essayais de travailler, et puis de voir un peu plus positif, et puis me
donner déjà directement à fond dès le début et puis pas perdre la motivation au fur et à mesure de la compète. Pour se donner à fond dès le début, qu'est-ce qu'il faut? J'imagine des objectifs. Donc pour ces mondiaux de Moscou, c'est lesquels pour vous? Oui, alors l'objectif c'est toujours demi-finale. Il faut faire du coup dans les 20 premiers pour pouvoir accéder aux demi-finales de bloc. Et ça c'est l'objectif pour la compète la semaine prochaine. Donc là, ça passe par quoi? Est-ce que je sais que votre spécialité c'est le bloc notamment. Est-ce que vous avez changé d'autres, peut-être votre manière de faire, mis en avant certaines choses au niveau physique aussi? Alors je crois que cette année, ce que j'ai fait de beaucoup mieux, c'était que j'ai beaucoup plus privilégié le repos. Et laisser mon corps se reposer et puis de reprendre l'énergie qu'il a besoin après les entraînements que je fais pendant la semaine. Et je trouve que ça m'a énormément aidée, sachant que j'avais toujours mal aux doigts, je devais faire vraiment attention et puis pas trop forcer. Et je me suis pas plus entraînée que les années d'avant, mais j'ai vraiment privilégié un peu ce côté repos et faire attention. Et je crois que ça a quand même boosté énormément cette dernière année. Ouais, le fait de représenter la Suisse, qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui? C'est toujours cool de représenter son pays et puis d'être sur place et puis d'avoir les maillots, les habits et tout ça et de pouvoir voyager avec l'équipe et puis avoir Swiss Team dans le dos, je trouve toujours cool. Ouais, ce team justement, parlons-en. C'est vrai que vous m'aviez vous m'avez expliqué que vous étiez 8 athlètes en catégorie grimpe, 2 en bloc chez les filles, 2 en bloc. C'est votre spécialité, ce bloc-là. Est-ce que ça facilite les choses de se dire que finalement, il n'y a que 2 filles avec soi ou non? Alors, dans l'équipe, je suis toujours souvent contente si une des athlètes ne fait mieux que moi. Du coup, qu'on soit moins, ça me gêne pas trop. Mais sachant qu'il y a eu les JO le mois d'avant, il y a vraiment les meilleurs athlètes qui n'y sont pas. Enfin, j'ai pas tout regardé, mais il y en a pas mal qui n'y seront pas pendant les championnats du monde. Et du coup, ça facilite quand même un peu plus, sachant que toutes ces places, elles font souvent toutes demi-finales. Du coup, toutes ces places vont être plus disponibles. Et du coup, ça veut dire que plus des personnes pourraient potentiellement se qualifier en demi. Et c'est surtout ça sur lequel je me suis un peu me concentrer en me disant il y a moins de fortes, du coup peut-être plus de chance, mais il faudrait quand même que je me donne à fond et que je sois concentrée et tout, parce que toutes les athlètes sont fortes. Ouais, les JO, on y reviendra en deuxième partie d'interview avec vous. Pour l'instant, on retourne à Prangin. Alexandre, à toi, tour de piste avec toi. Oui, je suis effectivement toujours au centre des Morettes, ici à Prangin, où se tient actuellement un atelier dans le cadre de Prangin Baroque qui a lieu jusqu'à la fin de la semaine. Je ne suis pas seule, Andrea, je suis avec Mariana Mijanovic, qui est directrice artistique de Prangin Baroque. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, merci beaucoup, Mariana. Vous allez nous ouvrir cette porte pour découvrir cette salle et cette répétition. Vous allez nous en dire plus. Allez-y, on vous suit. C'est en fait la répétition pour le spectacle jeune public qui va se dérouler demain matin, réservé pour les écoliers de l'établissement Nyon Jura Prangin. Venez voir. Alors voilà, Andrea, je ne sais pas si tu entends les violons en studio. On va essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas les déranger. Mariana, du coup, tous les jours, au Prangin Baroque, il y a des musiciens, des chanteurs, des danseurs qui répètent ici dans ces ateliers. Qu'est-ce qui se passe et puis c'est quoi le but de ces ateliers ? C'est de s'approfondir pour les musiciens professionnels, de s'approfondir dans le style baroque avec les maîtres connus internationalement. Pour Prangin, la région, le public, c'est d'approcher cet art très beau. Et cette année, on a choisi la musique française baroque qui était en fait très présente ici dans le siècle 18e siècle, 17e siècle. Et nous voilà avec notre beau château de Prangin et avec la belle exhibition qu'on a, la vie au château du 18e siècle. Alors là, on entend des violons et puis on voit quelqu'un sur scène avec un costume de papillon. Donc du coup, c'est un spectacle visuel, sonore. Comment on pourrait représenter le baroque pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce que c'est, en tout cas la différence avec la musique classique, lyrique? Oui, c'est exactement ça ce qu'on va faire avec ce spectacle qui est en fait tout public, c'est approcher cet art, ce style à nous.
Théâtrale aussi, du coup. Alors, vous l'entendez peut-être pas en studio, mais ça y est, du coup, après la musique, la pièce est lancée. Et donc, du coup, Mariana, on va se retrouver après pour voir un petit peu la suite de ce filage, de ce spectacle. Et puis peut-être on va voir si j'arrive à faire quelques pas de danse, d'accord? Alors, à tout à l'heure, Andrea. Ouais, Alexandre, on a pris l'habitude de te voir monter sur scène, donc j'espère qu'on aura quand même ce plaisir-là, hein, de te voir danser et chanter. À tout à l'heure. On ouvre à présent une page dédiée à l'actualité. Mardi soir, c'était l'heure de la rentrée pour le conseil communal de Rolle. L'affaire de la cyberattaque dont a été victime la commune était évidemment à l'ordre du jour. En début de séance, la municipalité a déposé un préavis demandant un crédit de 120 000 francs pour mener un audit global de l'administration communale et identifier les dysfonctionnements. Au micro d'Alexandre Caporal, la syndic. Aujourd'hui, nous en sommes toujours à analyser les dossiers. Il faut savoir qu'il y avait 4000 dossiers plats. Ce sont des dossiers qui ne sont pas raccrochés à une adresse mail. Et puis, il y a environ 65 boîtes mail. Donc, on les analyse. On a à peu près plus de 80% aujourd'hui. Et on continue d'analyser. On espère avoir bientôt fini. Et qu'en est-il au niveau de l'information auprès de la population ? L'information au niveau de la population se fera dès qu'on aura fini l'analyse de tous ces dossiers. Le but, c'est que quand un citoyen rollois viendra nous trouver et nous dira « mais qu'est-ce qu'il y a sur le dark web concernant ma personne », qu'on pourra lui donner toutes les informations. Aujourd'hui, ces informations sont toujours disponibles sur le dark web ? Aujourd'hui, ces informations sont toujours disponibles sur le dark web. Comment faire justement pour les faire disparaître ? Quel est le travail à faire ? On ne peut pas les faire disparaître, c'est impossible. Ce soir, lors de ce conseil communal, il y a une interpellation ainsi qu'une motion qui a été votée interpellant justement la municipalité à ce sujet. Qu'avez-vous retiré de ce conseil communal ce soir ? Alors, j'ai trouvé que le conseil communal est très investi. Ils ont aussi envie d'avoir des réponses, savoir exactement comment ça s'est passé. Je pense que la population nous comprend ce piratage. La population comprend moins pourquoi la municipalité n'a pas informé la population. Je crois qu'il ne faut pas mêler la politique à cette crise parce que c'est une vraie crise et on doit franchement tous faire face à cette crise. On doit être tous ensemble. Comme on l'a vécu en municipalité, il y a une vraie collégialité, il y a une vraie solidarité dans la municipalité, il y a une vraie solidarité aussi dans l'administration communale et c'est ça qui fait plaisir. Les prochaines étapes, ça sera bien sûr cette enquête interne pour savoir où à un moment donné ça n'a pas fonctionné. Donc ça sera la première chose. La deuxième chose, ça sera de donner réponse à tous les citoyens. On a prévu donc une helpline, on a prévu aussi de faire une information aux citoyens, aux citoyennes rolloises. On a prévu de faire des formations pour nos employés et un audit plus régulier pour notre système informatique. Du côté du législatif, le débat était vif entre la droite et la gauche. Le PS a déposé une interpellation demandant à la municipalité des clarifications sur la gestion de cette affaire et une motion pour que la commission de gestion soit en charge de ces investigations. La motion a été balayée par la droite à l'issue d'un vote. Les réactions du PLR et du PS au micro d'Alexandre Caporal. Le Parti socialiste a déposé une interpellation pour avoir des éclaircissements sur la gestion de la crise, pas sur la cyberattaque en elle-même, sur la gestion de cette crise. Et on a également déposé une motion pour doter la commission de gestion de ressources financières. L'interpellation a finalement été acceptée par le président du Conseil, donc on verra au prochain Conseil ce qu'il en est. Et la motion a été refusée en bloc par la droite. Je suis très déçue parce que cette commission de gestion, on voulait la doter de ressources financières pour pouvoir étudier la gestion de la crise. Là, ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'on a rendu aveugle la commission de gestion, tout simplement. La droite n'a pas refusé qu'on investigue parce qu'en fait, cette investigation est déjà en cours. D'accord. Donc, là, comme je disais tout à l'heure, la municipalité, elle fait déjà les travaux de recherche, de mise à niveau et j'en passe. Ça, c'est son job. La commission de gestion, elle pourra s'assurer par la suite que toutes les mesures utiles et nécessaires ont bien été prises. Et ça, c'est son rôle. Déçu donc par la droite, mais qu'en est-il de la municipalité et de ses explications aujourd'hui lors de ce premier conseil communal de la rentrée qui était effectivement très attendu autour de ce sujet des cyberattaques ? La
réponse de la municipalité, finalement, elle a été claire sur ce qu'on a jusqu'à présent. Maintenant, pour le reste, on n'a encore rien. Je suis un petit peu déçue aussi du peu d'informations qu'on a. Donc voilà, on verra ce qu'il en est par la suite, mais je réitère quand même, je suis un peu déçue de ce conseil. La posture du PLR était beaucoup plus dans le soutien de la municipalité et dans la confiance en la municipalité. Puis quand on dit la municipalité, c'est l'ensemble de la municipalité qui travaille d'arrache-pied et incorporé, comme ils nous l'ont communiqué sur ce sujet pour trouver des solutions. Et en fait, aujourd'hui, le PLR, il a plutôt une approche de soutien et non pas une approche de limitation ou de cautèle dans les travaux de la municipalité. Qu'est-ce que vous attendez alors de la suite de la gestion de cette crise et de ce dossier des cyberattaques et du coup peut-être du prochain conseil? On a reçu des informations, les citoyens ont aussi reçu des informations à ce sujet-là. Il y a du travail qui se fait, donc on n'attend pas. Maintenant, il faut quand même laisser le temps de faire ce travail. C'est loin d'être évident, ça demande des ressources. Et pour que la municipalité puisse faire ce travail, les ressources, on les mettra à disposition, ça c'est certain. On a vu les éléments qu'elle souhaite mettre en place. On a vu cet audit qui sera probablement approuvé par le prochain conseil. Mais voilà, pour l'instant, on est un petit peu dans le flou et je suis navrée que ce conseil n'en ait pas demandé un peu plus, n'ait pas cherché un petit peu à faire la lumière et puis à être un peu plus transparent sur ce qu'il advient de cette crise. En bref, même sort pour la motion intitulée « Pour que Roll déclare l'état d'urgence climatique » déposée par le groupe des Verts et balayée par le PLR, même si les autorités ont reconnu l'urgence climatique et soutenu la motion. Sophia Yokoyama, en tant que Rolloise, justement, ces questions de cyberattaque, est-ce qu'elles vous ont perturbée, concernée? Est-ce que vous êtes sentie concernée? Alors moi, personnellement, c'est quand même un peu stressant parce que, on a appris en cours. Je suis en sciences criminelles, du coup, on a quand même eu un peu des cours sur le darknet et puis ce qui se passe et tout ça. Et puis, comme ils ont dit, c'est impossible d'enlever si on n'est pas l'auteur. Mais moi, personnellement, je me sens pas nécessairement visée, sachant que ouais, au pire, c'est juste mon adresse. Je n'ai pas énormément de revenus. Mais après, oui, toutes ces autres personnes, genre mes parents, ils sont un peu plus concernés. Ils sont un peu plus concernés et puis un peu plus stressés par rapport à tout ça. Du coup, ouais, c'est quand même un peu compliqué. Mais est-ce que ça pourrait faire peut-être l'étude de cas pour votre rentrée aussi universitaire à la rentrée? Ça pourrait être intéressant. Je devrais leur envoyer un email et puis leur proposer de regarder un peu plus profondément ce cas-là. Ouais. Donc on pourrait peut-être vous demander votre avis d'ici quelques mois, c'est intéressant, l'avis de Sophia Yokoyama. On continue de grimper avec vous et on revient surtout à votre domaine, la grimpe. Et j'aimerais remonter un petit peu dans le temps pour revenir au JO, parce que vous nous en parliez tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez suivi toutes ces compétitions? De loin, parce que vous n'avez pas pu y participer. Oui, malheureusement. Ouais. Du coup, j'ai tout suivi un peu, enfin, j'ai pas tout suivi, mais... ouais, j'ai suivi les demi-finales de bloc et puis surtout de voix et tout ça. Et puis de regarder Petra qui était sur place et de voir ses qualifications en espérant que ça se passait bien. Mais ouais, malheureusement de loin, parce que non plus il n'y avait pas de public là-bas. Du coup, tout le monde c'était déjà un peu de loin, mais c'était vraiment cool à regarder. Ouais, est-ce qu'il y avait un petit regret de votre part de ne pas y être allé finalement? Ouais, alors il y avait quand même ce côté où c'était plutôt une motivation pour pouvoir... dans le futur, un jour peut-être y participer. C'était vraiment, je voyais sur les réseaux sociaux des autres, ils étaient en train de filmer le village olympique et puis ça avait l'air juste incroyable. Et puis du coup, c'était plus surtout une motivation pour me dire, ouais, un jour, j'ai vraiment envie d'y être là-bas. Ouais. Alors c'est vrai que ce qui a motivé cette décision, c'était notamment aussi le fait que, bon, il y avait eu cette blessure, on en a parlé en première partie d'interview, mais aussi le fait que finalement les trois disciplines, vitesse, bloc et voix, aient été jugées en un seul temps. Et là, vous, votre spécialité, c'est le bloc, et finalement, vous n'étiez pas convaincu par cette manière de faire. Ouais, du coup... Pour moi surtout, et sur quoi on a parlé avec les entraîneurs, c'est juste mélanger tout l'entraînement avec les trois disciplines. J'étais pas efficace dans les trois. Et du coup, ce qu'on a décidé, c'était surtout plutôt de me concentrer sur une discipline, du coup le bloc, et devenir forte là-dedans. Et puis après, pourquoi pas ouvrir dans les autres disciplines pour genre les JO 2024 où il y aurait bloc et voix.
mais comme ça, c'est quand même qui se ressemble un peu plus comme discipline et puis vitesse qui sera séparée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir franchir cette étape pour vous, hein, parce que voilà, vous le dites, en 2024, les JO à Paris, ça c'est un objectif pour vous. Et puis voilà, donc il y aura deux temps. Hein. D'un côté, la vitesse, c'est ce que vous nous dites, et de l'autre côté, le combo bloc-voix. Donc là, ça voudrait dire que Sophia Yokoyama se lance un peu plus dans la voix. Oui, alors j'aime bien la discipline de voix, et puis j'essaie quand même de faire genre une fois par semaine pour un peu garder ce rythme. Mais ouais, c'est sûr que je dois l'entraîner beaucoup plus que le bloc pour être un peu forte en compétition internationale. Du coup, ça va être compliqué, mais ouais, je suis motivée. On parlait tout à l'heure de cette rentrée académique qui aura lieu en septembre aussi pour vous. Après, justement, les mondiaux, c'est en emploi du temps aujourd'hui que vous devez combiner hein. Le côté athlétique, le côté académique. Et c'est quelque chose que vous me confiez qui est assez difficile. Pourquoi? Est-ce que vous êtes, par exemple, soutenu par votre coach, ou est-ce que là, voilà, à partir d'un moment, il faut faire un choix? Alors, pour moi, là, je trouve que c'est un moment où je dois faire un choix, sachant que il y a le gros objectif des JO en 2024, il y aura les sélections en 2023. Si moi, je continue à prolonger mes études, sachant que je suis quand même dans quelque chose qui est assez difficile à gérer, ce serait mieux de le finir au plus vite et de se donner peut-être à fond aux études et puis un peu moins en sport pour pouvoir finir les études et puis pouvoir plus me concentrer dans le sport les années d'après. Du coup, pour moi, ouais, cette année, j'ai fait le choix de me donner un peu plus dans les études. Comme ça, j'ai fini mon bachelor l'année prochaine. Et puis comme ça, au pire, je peux prendre 2-3 années sabbatiques avant de recommencer si j'ai envie. Ouais. Mais vous êtes jeune, hein, vous avez 23 ans, donc on avait envie de dire que vous avez l'avenir devant vous. Ouais. Mais est-ce que vous ressentez peut-être une pression aujourd'hui du monde sportif qui vous dit, voilà, il faut choisir et c'est maintenant tant que vous êtes jeune? Ouais, alors il y a quand même un peu ce côté où... à partir d'un certain âge, tu récupères moins bien. Et ça, c'est à partir de quand? Alors, je pense que c'est assez différent pour tout le monde, mais j'ai un pote qui a 28 ans là, et puis il sent déjà qu'il se dit, niveau récupération, c'est un peu plus dur. Du coup, déjà un peu, je pense, vers là. Et puis... Mais après, pour les femmes, moi, on m'a toujours dit que vers 26 ans, c'est un peu le moment où elles piquent. Genre, c'est le top du niveau. Du coup, peut-être déjà à partir de là, ça commence un peu à redescendre. Mais il y a toujours des exceptions. Il y a une japonaise qui a 31 ans et qui vient de faire les JO en août. Et puis, elle est toujours au pic de sa forme. Du coup, ouais, ça dépend énormément des gens. Pour vous, s'il fallait choisir aujourd'hui entre les deux mondes, l'aspect de la sécurité ou l'aspect sportif, ça serait lequel? Alors, je pense... Criminalité, j'ai dit sécurité, mais criminalité. Entre la criminalité et le monde sportif. Ouais, alors je pense que pour le moment, ce serait sport. Je vais finir mes études, c'est quand même quelque chose qui m'intéresserait pour le futur, mais pour le moment, j'arrive à vivre du sport et je vais essayer de faire en sorte de pouvoir vivre encore quelques années du sport. Et puis, pourquoi pas, quand je décide un peu d'arrêter ma carrière, de ensuite retourner vers mes études et puis de travailler dans la criminalité. Ouais, donc prochain objectif, donc les mondiaux de Moscou à J-7, -8. -8, ouais. -8, vous partez jeudi prochain. Ensuite, 2023, les championnats du monde à Berne, ce sera les qualifications pour les JO de Paris en 2024. Ouais. C'est ça, les prochains objectifs, les gros objectifs en tout cas. Et finir ce bachelor donc. Oui, aussi. Tout ça à suivre, Sophia Yokoyama. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que Alexandre s'est retrouvé sur scène en ce moment? Ouais, j'espère, ce serait sympa de voir. Ouais, on veut te voir, on veut voir ce talent, Alexandre. Alors là, je regarde pour le moment ce qui se passe. Et alors, regarde, je vais te faire vivre un petit peu ce moment. Il vient d'avoir un peu de musique. Maintenant, c'est à nouveau un petit numéro théâtral. Je te montre. Mon époux, mademoiselle, les enfants, je n'ai pas 150 ans. Bien, madame. Et alors, attends. Je vais monter sur scène, rejoindre le metteur en scène et chorégraphe, puisque je pensais qu'il allait y avoir un petit peu de musique, mais il n'y en a pas. Alors attends, je monte sur scène et puis je rechange de caméra. Alors voilà, il faut que j'arrive. J'ai que deux mains, dans la main un téléphone et dans l'autre le micro. Et derrière moi, on aperçoit Pierre-François en costume. Pierre-François, qui est donc chorégraphe et metteur en scène ici au Prangin Baroque. Bonjour. Bonjour.
Alors, je me suis permis de monter sur scène, hein, désolé, et puis de couper votre répétition en plein milieu. Le baroque, pour vous, c'est quoi? Alors le baroque, c'est surtout de la fantaisie. Voilà, l'époque du baroque, c'était une époque où on aimait danser, on aimait écouter de la musique, créer des pièces de théâtre, et c'est ça, c'est rassembler ces arts, l'art de la parole, la musique et la danse dans un seul et même spectacle, un petit peu comme une comédie musicale. Alors, la musique, le théâtre, j'en ai vu un petit bout, là, avec la répétition. Par contre, la danse, donc vous êtes chorégraphe aussi. Vous êtes d'accord de me montrer un petit pas de danse? Il y a un nom très spécial, je crois, pour le pas de danse baroque. Alors, la danse baroque, elle est évidemment complexe. Il y a énormément de pas différents qui composent cette danse. Mais c'est vrai qu'il y a un air emblématique et un pas emblématique, c'est le menuet et donc le pas de menuet. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez... Alors on va danser le menuet ensemble. Andrea, puisque c'est toi qui me lances des défis d'habitude, je t'en lance un aussi. J'aimerais que toi, en plateau avec Sophia, vous essayiez de nous suivre à faire les pas de danse du menuet. Alors il va falloir suivre Pierre-François. J'espère qu'on voit bien avec ce que je filme. Voilà. Pierre-François, c'est à vous. Alors, je précise aussi que, évidemment, à l'époque baroque, il y avait un physique baroque. Comme vous pouvez le constater, on aimait être bien en chair. Oui, c'est qu'il faut préciser que ce n'est pas votre ventre. Qui sait? C'est la magie du spectacle. Alors, le pas de menuet, on va compter en 6. On va commencer par monter sur la demi-pointe sur le premier temps, redescendre, puis faire 3 pas. Tout ça, on va le compter en 6 et ça va créer une marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça va être difficile à suivre. Alors, attendez, j'essaie de vous suivre. Puisqu'on peut le faire en avant, en arrière et sur les côtés. Alors, remontrez-moi. Voilà. Donc, on va monter 1 et on plie 2. Voilà. 3, 4, 5 et 6. Et en arrière, pareil. Ah bah, tu vois, Andrea, finalement, tout est dans le lever de pointe, puis le plié de genou, à ce que je comprends. Voilà, je ne vous vois pas faire, vous, mais je pense que c'est difficile de se rendre compte de ce que nous montre Pierre-François ici. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, toujours avec légèreté et élégance. Avec légèreté et élégance. C'est vrai que ça me définit excellemment bien. Effectivement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne vous entend plus, Alexandre. Et puis, il y a même les violons qui nous accompagnent. Tu vois? Est-ce que vous parti en rythme. Alexandre, il faudra travailler un petit peu ton ouverture, je pense. La cadence. Ouais, je pense. Effectivement, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, ouais. C'est parti. Nous, Alexandre, en musique, Pierre-François. On ne peut pas le faire, puisque c'est vrai qu'avec Sophia, on a gardé la ligne, hein, donc on n'a pas le petit bidon qui va avec, donc on ne peut pas danser le menuet, Sophia. Hein. On est en forme pour ces mondiaux de Moscou. Alexandre, c'est super. Donc, c'est hyper dur, Andrea. J'arrive pas du tout. On se réjouit tout à l'heure que quand tu reviennes en studio, tu me montres toute la chorégraphie. Oui. Demain, on sera tous au point, sur les pointes. Sophia Yokoyama, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous irez en dansant aux mondiaux de Moscou. En tout cas, on vous souhaite pleine réussite. Merci beaucoup de succès. On se réjouit d'avoir aussi de vos nouvelles. On est derrière vous. Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous en rythme pour ce petit menuet. Je pense qu'il te manque un peu d'ouverture, encore un peu de ventre aussi pour pouvoir être en rythme. Du ventre, de la cadence, de l'élégance apparemment surtout. Voilà, et donc Frangin Baroque, ça a lieu toute la semaine, il y a des concerts ce week-end et puis des concerts jeunes publics aussi. Voilà, les lumières s'éteignent puisque les répétitions reprennent derrière moi. Alors je vous dis bye bye. Bye bye Alexandre, à la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain, excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.